espèce de grande conférence invitée annuelle là, de leur... OK. Ça s'appelle le Princeton Distinguished Lecture au département de finances. Bienvenue à tous et toutes dans la salle et en ligne à cette table ronde sur les inégalités mondiales et locales, perspectives québécoises sur la réduction des inégalités. Je m'appelle Christine Rothmeier et je suis responsable de la Maison des affaires publiques et internationales qui co-organise cet événement avec l'Observatoire québécois des inégalités. Le panel est animé par la directrice générale de l'Observatoire, Nathalie Gay, qui vous présenterait dans un instant aussi nos panélistes. Un petit mot sur le déroulement. Donc, le panel va durer jusqu'à 12h30 environ. Après, nous avons réservé une demi-heure pour prendre des questions ici en salle, mais aussi en ligne. Il s'agit d'une première collaboration entre l'Observatoire et la Maison. La Maison fait partie de la Faculté des arts et des sciences et l'Observatoire est associé aussi à la FAS. Et nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui le doyen de la Faculté des arts et des sciences, Frédéric Bouchard, qui vous adressera maintenant un petit mot de bienvenue. Merci, Christine. Bonjour à vous toutes et tous en présence et en ligne. Bon, comme vous le savez sûrement, puis peut-être que ça sera évoqué de diverses manières, en janvier, chaque année, moi, je sors mes skis de fond, je vais sur le Mont-Royal, mais d'autres vont à Davos pour parler là, de différents grands enjeux, que ce soit sociaux, et bien sûr économique. Et cette année, la thématique est comment rebâtir la confiance des populations envers leur gouvernement et les institutions. Et moi, ça me fascine, avant d'être doyen, je suis professeur de philosophie des sciences, et moi, je m'intéresse, entre autres, au problème de l'expertise. C'est quoi un expert? Quel est le rôle des experts? Et la question de la confiance revient tout le temps. Donc, que le mot « confiance », bien sûr, ce qui est sous-jacent, c'est la crainte d'une augmentation de la méfiance. Mais quand on parle de rebâtir, établir la confiance, c'est un thème important pour, je dirais, pour tout le monde dans une société, pour des questions, bien sûr, sociales, démocratiques, politiques et économiques. Si l'argent fonctionne, là, je ne dirais pas ça, il y a plusieurs professeurs de sciences économiques dans la salle, donc c'est une banalité, mais ça dépend d'abord et avant tout de la confiance que ça a une valeur. Et donc, quand on parle ici, puis j'étais ravi là, pour qu'il y ait la table ronde sur les inégalités, bien sûr, bon, et l'observatoire, la fonction de l'observatoire, quand on se penche sur la question de l'inégalité, c'est de se pencher, bien sûr, sur des questions de réduire. Il y a très peu de gens qui recommandent de les augmenter, là. Mais disons, quand on parle de les réduire, c'est pourquoi, à quelle fin. Et il y a plein de bonnes raisons, mais je dirais que la question de la confiance est une question sous-jacente importante. Depuis maintenant 10 ans, Oxfam International publie son rapport. Cette année, il est intitulé « Multinationales et inégalités multiples ». Vous ne serez pas surpris dans ces rapports-là, bien sûr, il y a des recommandations de mesures d'atténuation ou au moins de... Sinon, s'attaquer, là, comment, je dirais, approcher les questions des inégalités. Le contenu du rapport a été commenté au Québec, mais je dirais que la table ronde d'aujourd'hui, organisée conjointement par l'Observatoire québécois des inégalités et la Maison des affaires publiques et internationales, que Christine a mentionné tout à l'heure, est une formidable occasion d'approfondir ces discussions et ces réflexions sur ces enjeux ici et ailleurs. Faculté des arts et des sciences, dont j'ai le grand privilège d'être le doyen, je dirais à la base, c'est de décloisonner les savoirs, mais je dirais c'est aussi une conviction, c'est pas juste à la Faculté des arts et des sciences, c'est juste que nous, on le dit d'une manière peut-être plus décomplexée, c'est comment on favorise l'épanouissement à la fois des individus et des collectivités grâce au savoir. D'accord? Et donc, des débats comme ça, des échanges comme ça, c'est crucial. On n'a pas besoin d'unanimité, on n'a même pas besoin de consensus. Juste comment ça nous aide à cheminer dans ces réflexions-là, puis éventuellement
de mieux guider notre action. C'est en résonance complète là, avec la mission de la faculté. On a mentionné, l'événement d'aujourd'hui est le fruit d'une collaboration de l'Observatoire québécois des inégalités, qui a été lancé officiellement en mars 2019 et qui produit, mobilise et démocratise des connaissances sur les différentes formes d'inégalités qui subsistent au Québec et qui sait, on l'espère, aussi éclairer là, des discussions qu'il y a au-delà des frontières du Québec. Il s'agit d'initier la prise de décision et de sensibiliser le grand public, les médias, la société civile, les milieux économiques, les experts, les élus, les fonctionnaires, sur l'état des inégalités, leurs causes et les conséquences, ainsi que certaines solutions possibles. Et donc, c'est pour ça qu'on était ravis, là, pour la Faculté des arts et des sciences, de s'associer à l'Observatoire dès sa création. La Maison des affaires publiques et internationales, c'est, je dirais, un projet qui mûrit depuis plusieurs années en tant que réflexion et là qui se traduit en action. En fait, c'est pas compliqué. Elle a des objectifs similaires, mais sur des objets plus larges. Donc, c'est pour le but de la maison, c'est de rendre accessible le savoir à une communauté de pratique. À la fois, donc, c'est oui, de la recherche, oui, de la formation, mais c'est toujours le lien avec, je dirais, les différents acteurs de la société civile qui se penchent sur différents enjeux soit de politique publique ou d'affaires internationales, et idéalement de trouver des nouvelles solutions. Donc, vous voyez bien sûr que la connivence entre l'Observatoire et la Maison, elle est assez instinctive. Ce qu'on veut de la Maison, c'est bien sûr créer un lieu unique d'échange entre professeurs, praticiens et étudiants sous un même toit. Donc, bien sûr, on parle d'interdisciplinarité dans une université. On a plusieurs expertises à la faculté. Là, on a des départements qui sont particulièrement pertinents sur ces questions-là, mais on a des chercheurs, bien sûr, et chercheuses dans d'autres départements. Mais je dirais qu'il y a vraiment des masses critiques qui collaborent déjà, puis qu'on veut collaborer encore. On souhaite plus de collaboration encore, mais il y a le département de sciences politiques, il y a le Cérium, il y a le département de sciences économiques, l'École de relations industrielles, le département de démographie et d'autres centres. Mais je dirais c'est les différentes disciplines et expertises qui guident la prise de décision au quotidien. Et notre ambition, je dirais tout à fait, je dirais ambitieuse mais réaliste, en fait, c'est qu'on veut former une relève pour une deuxième révolution tranquille. Ensuite, je vous laisse définir c'est quoi cette deuxième révolution tranquille, mais c'est comment on peut mieux outiller une nouvelle relève pour construire plutôt que de subir demain. D'accord? Donc ça, c'est le but de la maison. Et la discussion d'aujourd'hui s'inscrit tout à fait dans cette ambition. Et donc, l'événement d'aujourd'hui, on espère qu'il suscitera des bonnes discussions, des bonnes collaborations. Et dans cet esprit, on a bien hâte de voir le fruit de vos échanges. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui et bon événement. Merci beaucoup, Frédéric Bouchard, non seulement pour votre présence ici aujourd'hui avec nous, mais encore pour cette vision que vous avez de la faculté. Une vision dans laquelle des organisations comme la nôtre peuvent trouver leur place dans un milieu universitaire, alors que nous sommes une PNL, où on a de fantastiques organisations qui voient le jour, comme la Maison des affaires internationales et des affaires publiques internationales. Voilà. Donc, merci beaucoup. La discussion aujourd'hui porte sur les enjeux soulevés par le rapport d'Oxfam pour le territoire québécois. Donc, évidemment, on le dit, chaque année, Oxfam produit ce rapport en marge du Forum économique mondial de Davos. Cela suscite toujours bon nombre d'articles, de débats dans les médias, mais ça ne permet pas toujours aux personnes qui s'intéressent aux inégalités, comme nous, d'y contribuer, d'y participer et d'aller un peu plus en profondeur. Et c'est pourquoi, avec Christine Rottmeier-Allison,
qui est directrice de la maison, nous avons voulu mettre en place ce forum où une telle discussion est possible et où, vous le constaterez aussi, des points de vue différents et d'horizons variés peuvent s'exprimer sur cette question. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités. Donc, je vais commencer tout de suite à ma gauche par Marcel Boyer, qui est professeur émérite au département de sciences économiques à l'Université de Montréal et chercheur au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le CIRANO, dont il est le cofondateur. Ses recherches portent sur l'évaluation des investissements, les organisations efficaces et les politiques publiques, les inégalités, le partage des coûts, l'économie du droit. Ces travaux lui ont valu de très nombreux prix et honneurs au fil de sa carrière, et je ne vais pas toutes les mentionner parce qu'il y en a quand même un grand nombre. Mentionnons tout de même la médaille Guillaume Budet, remise par le Collège de France en 2005, le prix Léon Gérin en 2015, son entrée en 1992 à la Société royale du Canada. Il est membre honoraire de l'Association canadienne d'économie, il en est devenu membre en 2013, et de l'Association française des économistes de l'environnement et des ressources naturelles en 2014. Marcel Boyer a été fait officier de l'Ordre du Canada en 2015 et chevalier de l'Ordre du Québec en 2021. Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Olivier Jacques, à la suite, est professeur adjoint au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il a obtenu son doctorat au département de sciences politiques de l'Université McGill à l'automne 2020 et a été chercheur postdoctoral à l'Université Queen's jusqu'en septembre 2021. Il s'intéresse à l'économie politique des finances publiques au Canada et en Europe. Plus précisément, ses recherches portent sur les conséquences de l'austérité budgétaire sur le financement de l'État et du système de santé, ainsi que sur les difficultés que rencontrent les gouvernements qui cherchent à investir à long terme. Ces recherches sur les inégalités ont porté sur l'impact de l'universalisme de l'État-providence sur le niveau de redistribution, sur la taxation et sur le lien entre inégalités et santé des populations. Ces recherches sont présentement financées par le Conseil de recherche en sciences humaines et sociales du Canada et le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture. Merci beaucoup de votre présence. Nous avons ensuite Béatrice Vaugrante, qui est directrice générale d'Oxfam Québec. Passionnée de justice sociale, Béatrice Vaugrante s'est engagée au cours de son parcours en faveur de la défense des droits humains, notamment ceux des femmes, des peuples autochtones et des personnes réfugiées et migrantes. Avant d'occuper ce poste, elle était directrice développement mondial du mouvement au secrétariat international d'Amnesty International. De 2006 à 2017, elle était directrice générale d'Amnesty International Canada francophone. Elle a reçu en 2016 le prix Hommage 40 ans de la Charte des droits et libertés de la personne, remis par la Commission des droits de la personne du Québec, une reconnaissance du caractère inspirant et exceptionnel de son parcours d'engagement. C'est un plaisir de t'accueillir ici, Béatrice. Et enfin, Mathieu Perron-Dufour est professeur agrégé et responsable du programme cycle supérieur au département des sciences sociales de l'Université du Québec en Outaouais. Il a reçu son doctorat en sciences économiques de l'Université du Massachusetts, Amherst, avec une thèse analysant les dynamiques des crises financières internationales via notamment une recherche de terrain effectuée en Turquie. Ces recherches portent particulièrement sur des questions touchant aux politiques publiques, comme la distribution du revenu, les crises économiques ou la politique commerciale, ainsi que la transition écologique. Il est chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique et fait partie du comité éditorial de la revue Studies in Political Economy. Bienvenue. Donc, cela vous donne une bonne idée de la diversité des profils. C'est une introduction peut-être un peu longue, mais qui sert néanmoins à bien situer les propos de nos invités. Alors, on va commencer directement. Béatrice, je voudrais vous inviter peut-être à résumer en quelques minutes les principaux enjeux qui sont soulevés dans le rapport. Tout le monde n'a pas eu l'occasion d'en prendre connaissance, donc ça va bien démarrer la discussion. Très bien. Merci. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous, puis entouré de ces grands neurones pour discuter, débattre et puis nous aider, nous, à Oxfam, en fait, à aussi voir sur quel piton il faudrait appuyer pour que les choses changent. Et donc, c'est ça aussi que je recherche parce qu'on est un organisme de militantisme aussi, mais je suis très heureuse d'apporter ce rapport-là à débat et de sortir donc des cercles de convaincus.
j'attends vraiment beaucoup de critiques et de propositions pour qu'on aille de l'avant. Donc merci encore une fois au milieu universitaire de nous permettre de sortir de nos bulles parfois. Résumer le rapport, je vais essayer il y a quelques stats. Alors évidemment, les statistiques, les chiffres, etc. sont tout ouverts à débat, mais je proposerai 6 thèmes sur lesquels il y a des messages derrière ces statistiques-là. Bon, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Encore une fois, oui, c'est le même discours, mais c'est important de le voir dans une perspective post-pandémie et inflation. Donc, il y a quelques statistiques sur les 5 plus riches de la planète qui ont doublé leur richesse, pendant que 800 millions de personnes, elles, au contraire, ont vu baisser leurs avoirs et se sont appauvries durant ces 3 dernières années. Il y a des statistiques aussi sur les discriminations derrière ces inégalités. Les inégalités ne sont pas toutes égales. Donc, particulièrement les femmes, et on le voit dans ces rapports-là, on a un déficit d'avoir entre les femmes et les hommes, où on voit que les femmes ont 105, parfois des chiffres sont vertigineux, mais j'essaie de le dire, mais 105 000 milliards de richesses de moins que les hommes en ce moment. On fait 3/4 du travail invisible qui n'est jamais pris en compte dans les outils de mesure de l'économie, le travail invisible de soins particulièrement, qui est fait gratuitement par les femmes. Il y a une discrimination aussi sur les populations racisées, sur les populations du Sud aussi, où on voit que l'écart s'est creusé entre les pays dits riches et puis les pays dits du Sud. Pour la première fois depuis 25 ans, ça s'amenuisait, mais là, ça s'est écarté depuis ces dernières années. Le 4e statistique sont beaucoup autour de l'impôt. Donc, comment les impôts sur les entreprises, les impôts sur les riches, les extra-riches, les multi-riches, les ultra-riches, trouvez le terme qui vous convient, mais ont diminué au fil des décennies, et on a moins donc d'accès à l'imposition pour payer la transition juste ou payer les services publics. Je croirais que le message principal du rapport aussi, pour lequel j'aimerais beaucoup entendre vos réactions, etc., c'est sur les monopoles. Le monopole de plus en plus grand des entreprises privées, par exemple, on avait 60 entreprises dans la pharmacie il y a une vingtaine d'années, on n'a plus que 10 maintenant. Quand on a une pandémie comme la Covid, et qu'apparemment on en aurait d'autres à venir aussi, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit sur les brevets? Qu'est-ce que ça dit sur l'accès aux médicaments, aux vaccins et à la santé? Donc, le rôle des monopoles sur la nourriture, le rôle des monopoles sur nos salaires aussi, et puis, bien sûr, le rôle combiné des monopoles qui payent des dividendes à des gens qui sont déjà très riches et qui sont dans les conseils d'administration, actionnaires, dirigeants, etc. Et comment ces monopoles alliés aussi à ces milliardaires influencent les politiques publiques, influencent nos salaires, nos vies, nos accès aux médicaments et nos services publics. Et c'est comment cette suprématie des milliardaires, on va y aller avec des mots, est un choix ou non qu'on veut, et comment ça influence nos vies. Donc il y a des statistiques quand même très fortes, et encore une fois, les messages sur l'enrichissement des plus riches, sur les discriminations qui ne se résolvent pas, particulièrement envers les femmes, les populations racisées ou les pays du Sud, sur les monopoles qui se construisent, les monopoles privés particulièrement, et que comment on devrait d'ailleurs, c'est intéressant aujourd'hui, effectivement, la nouvelle sur la privatisation de l'électricité qui s'en vient. Bon, est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Et comment garder les monopoles publics quand ils servent l'intérêt général? Et l'impact, encore une fois, sur nos vies, nos salaires, nos conditions de travail, notre panier d'épicerie, notre accès aux soins de santé, notre accès aux médicaments, aux vaccins, et j'en passe. On essaye d'axer le rapport beaucoup sur les solutions, même si parfois les premières lignes ou les lignes sont toujours très sensationnalistes, mais je voudrais vraiment, dans cet espace-ci, apporter, j'espère, un débat sur les solutions qu'on envisage. Donc, et surtout sur les solutions qui sont liées au rôle de l'État. L'État a un rôle créateur d'emplois, un rôle de régulateur aussi du système économique qu'on veut. Et donc, comment on peut demander à l'État, par exemple, de réglementer les monopoles privés. On n'est pas contre les monopoles ou les mergers and acquisitions, mais est-ce qu'on peut quand même avoir un mot à dire sur ces monopoles-là?
On l'a fait dans le passé. On a réglementé parfois des monopoles privés qui avaient beaucoup trop de pouvoir. Ça se fait en ce moment, par exemple, aux États-Unis avec le gouvernement des États-Unis contre Amazon. Comment on peut, bien sûr, réglementer la taxation des ultra-riches, la taxation aussi des corporations, revoir les taux progressifs maximum des corporations, introduire la notion d'une taxe permanente sur la richesse au-dessus d'un certain taux, introduire même l'idée d'une taxation sur les profits qui sont faits dans des périodes de crise, comme par exemple les entreprises d'alimentation ou les entreprises pharmaceutiques. Est-ce normal de faire autant de profits redistribués pour $100 de profit, $82 sont redistribués aux actionnaires? Est-ce normal de faire tant de profits et de ne pas être taxé en conséquence aussi là-dessus? Investir dans les services publics. On en a besoin gravement. On l'a vu chez nous, évidemment, avec la santé et puis l'éducation. Donc, protéger les populations marginalisées et rendre de la transparence. Et enfin, pour l'État, permettre les débats sur les économies alternatives qui sont toujours laissées de côté en disant « oui, c'est bien l'économie sociale, tant que tu ne déranges pas le grand système, on va te soutenir ». Mais il faut qu'il dérange le grand système. Il faut qu'on puisse regarder des économies alternatives sur l'économie du bain, l'économie de décroissance, l'économie circulaire. Il y en a des modèles qui se discutent. Débattons-en. C'est ce que voudrait vraiment l'esprit de ce rapport. Merci, Béatrice. On aura l'occasion de revenir sur les pistes de solutions qui sont effectivement là, un objet très important de discussion si on veut aller de l'avant. Avant d'y parvenir, toutefois, j'aimerais donner la parole aux autres panélistes pour le rapport d'Oxfam est évidemment un rapport mondial. Maintenant, est-ce que les phénomènes ou est-ce que les éléments que Béatrice a soulevés, est-ce que vous les voyez se refléter au Québec? Je commencerai peut-être, Olivier, par vous, si vous souhaitez vous lancer. Est-ce que les éléments soulevés par le rapport d'Oxfam, est-ce que vous les voyez se refléter au Québec? Est-ce que vous voyez cet accroissement des inégalités sur les dimensions qui vous intéressent particulièrement? Oui. Du côté des inégalités, c'est intéressant de regarder sur les mesures au Québec. Si on parle de mesures des inégalités, on peut commencer avec ça. Il y a beaucoup de différentes mesures possibles et ça va nous donner des portraits assez différents. Ce qu'on observe dans le cas du Québec puis aussi du Canada, c'est que si on mesure les inégalités par la part du revenu qui est accaparée par le 1 % le plus riche, on a observé une hausse assez substantielle dans les années 80-90, mais c'est stagnant depuis. Même chose pour les inégalités mesurées par l'indice Gini, qui est une mesure de la distribution du revenu assez influencée par les revenus de la classe moyenne. C'est dans les années 80-90 qu'on a vu une augmentation vraiment substantielle. Maintenant, c'est moins pire que ça a déjà été en termes d'augmentation. On a une stagnation. C'est assez intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui s'est produit. Je pense qu'on peut clairement voir qu'au niveau national, au niveau provincial, on est en mesure de faire un impact assez important sur les inégalités et sur la pauvreté. Ne serait-ce qu'on a observé durant la pandémie, on a parlé justement dans le rapport Oxfam du rôle de l'État. Bien, le gouvernement libéral fédéral a dépensé beaucoup d'argent et ça a mené jusqu'en 2022 à une réduction de la pauvreté au Canada. Ce qui est quand même relativement surprenant. Quand on a vu la pandémie commencer, il n'y a personne qui s'attendait à une réduction de la pauvreté. C'était quand même une situation qui était dramatique. Et par la dépense publique, on a été en mesure de réduire la pauvreté. Et aussi, il y a eu des mesures, par exemple, de transformer des soutiens pour les familles avec enfants, qui ont eu un effet vraiment important au niveau de la pauvreté au niveau fédéral. Ensuite, sur la question si je prends la question vraiment largement, c'est un rapport qui s'intéresse beaucoup à la prédistribution, je dirais. Donc, à la distribution du revenu un peu avant le rôle de l'État. Il y a des trucs qui portent sur la taxation, mais on est beaucoup sur la question des monopoles et du rôle des multinationales. Moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup à la redistribution du revenu. Et la redistribution du revenu, ça a énormément d'impact sur les inégalités, évidemment. Et la redistribution du revenu, il y a 4 composantes. Il y a le niveau de la taxation et sa progressivité. Puis ensuite, il y a le niveau de la dépense redistributive et sa progressivité. Par progressivité de la dépense redistributive, c'est est-ce qu'on cible la dépense sur les plus pauvres ou si tout le monde en reçoit?
Et bien, il y a ce qu'on a observé dans la recherche scientifique, c'est que ce qui semble avoir le plus d'impact sur la réduction des inégalités, c'est plus la taille de la taxation et la taille de la dépense publique que sa progressivité. Seulement aller chercher plus d'impôts chez les plus riches, c'est bien parce que ça peut avoir un impact sur la prédistribution du revenu, c'est-à-dire que les plus riches deviennent moins riches à la base, mais ça n'a pas beaucoup d'impact sur la taille de la taxation. Il n'y a pas tant de revenus que ça qui est généré par la taxation des plus riches. Par exemple, en 2012, le gouvernement Marois avait fait une mesure fiscale qui visait à augmenter l'impôt des plus riches, le taux marginal d'imposition, et augmenter la taxation des gains en capitaux, augmenter la taxation des dividendes. Ça rapportait 900 millions de dollars. C'est à peu près l'équivalent de la taxe santé, qui était 200 dollars par personne. 900 millions de dollars, c'est pas tant que ça pour une mesure qui rendait le Québec, qui augmentait considérablement la progressivité de la taxation au Québec. Et de manière un peu paradoxale, je conclue là-dessus, on peut se demander, bien, en fait, c'est que si on augmente la taxation, peu importe comment, même avec une taxe à la consommation, par exemple, bien, si on augmente la dépense redistributive autant qu'on augmente la taxe à la consommation, on génère énormément de redistribution, même avec une taxation qui n'est pas particulièrement progressive. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup abordé dans le débat public sur la redistribution au Québec, où on a l'impression qu'on pense toujours à est-ce que les riches payent assez? On doit se demander, en fait, est-ce qu'on paye assez en général pour se donner les moyens d'avoir un État qui est véritablement redistributif? Merci. Marcel, je vous inviterai à donner aussi votre point de vue sur les inégalités au Québec. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux de participer à cette table ronde, en fait, à ce débat, parce qu'il va y avoir un peu de débat. J'avais caractérisé auprès de Béatrice le rapport d'Oxfam comme étant un peu décevant, trop répétitif et rempli d'affirmations choc. Elle a utilisé le terme sensationnel, qui est vraiment le cas, mais à mon avis, souvent plus ou moins crédible, et un peu un manque de rigueur. Et l'accent sur les ultra-riches, le top 1%, ça vient un peu biaiser le débat parce que c'est sûr que 99% des gens pensent que les ultra-riches gagnent trop et qu'eux gagnent pas suffisamment. Et en général, l'attitude des humains face à la distribution des revenus, c'est que ceux qui gagnent plus que vous gagnent trop et ceux qui gagnent moins gagnent suffisamment. Et donc, et ça, c'est un discours qui est... Alors, moi, j'aimerais donc revenir un peu sur ces inégalités de revenus et de richesse. On s'aperçoit à partir des travaux du ce qu'on appelle le World Inequality Lab, qui est le groupe de Piketty et compagnie, là, plusieurs centaines, en fait, dont certains Québécois participent aux travaux de ce laboratoire. On observe que les inégalités de revenus et de richesse suivent une tendance à peu près similaire, d'une décroissance pendant à peu près 60-70 ans entre 1920 et 1980. Les inégalités sont à la baisse systématiquement partout à travers le monde. Et à partir de 1980, plus ou moins 5 ans, parfois 75 ou 85, mais en gros, autour de 1980, les inégalités de revenus et de richesse commencent à augmenter. Et Olivier a mentionné qu'il y avait un certain plafonnement au Canada, mais aux États-Unis, ça continue à augmenter. Et donc, quand on s'intéresse aux inégalités, il faut pouvoir expliquer pourquoi est-ce que ça a diminué pendant 60-70 ans avant de se mettre à augmenter. Quels sont les facteurs qui font que on ne peut pas avoir une théorie qui explique pourquoi ça a augmenté, puis qu'on ne soit pas capable d'expliquer pourquoi ça diminuait pendant 60-70 ans. Donc, simplement une... Mais les travaux du World Inequality Lab, malgré tout l'intérêt que ces travaux ont suscité, puis la grande rigueur avec laquelle ils sont effectués, sont des travaux essentiellement à caractère fiscal. Donc, c'est basé sur des données fiscales des gens. Et il reste quoi sur les inégalités de consommation? Alors, et il y a une grande différence entre la consommation et les revenus. Les plus riches consomment pratiquement pas leurs revenus, consomment 5% du revenu, épargnent 95%. Les plus pauvres consomment plus que leurs revenus. Puis on va voir que... Et donc, pour moi, comme économiste,
les inégalités de revenus et de richesse sont des sujets un peu mineurs dans la notion d'inégalité. L'important, c'est qu'est-ce que les gens consomment en bout de piste. Quelles sont les inégalités de consommation? Et il y a un grand projet au niveau de l'OCDE sur une meilleure définition, meilleure mesure des inégalités de consommation. Statistique Canada est à l'avant-garde de ces travaux, mais on a des données sur à peu près 25 ans. Donc, on ne peut pas remonter jusqu'en 1920. Mais ce qu'on observe, c'est que les inégalités de consommation sont à la baisse. Et là, ici, on ne prend pas le top 1 parce que les données ne sont pas suffisamment fiables, mais Statistique Canada se base sur des quintiles. Le 20 plus riche, puis le 20 plus pauvre, puis les 3 quintiles entre les deux. Mais quand on regarde le ratio de consommation entre le 20 plus riche et le 20 plus pauvre, ce ratio a diminué de près de 25 en 25 ans. C'est très important. Les pauvres, les moins nantis consomment beaucoup plus qu'il y a 25 ans, et les plus riches ne consomment pas beaucoup plus, consomment à peu près la même chose parce qu'ils consommaient déjà beaucoup. Maintenant, le facteur clé ici, c'est que les inégalités de consommation doivent être mesurées en tenant compte non seulement des dépenses de consommation, qu'est-ce que les gens dépensent en alimentation, en loyer, etc., mais aussi la consommation de biens et services qui sont offerts gratuitement à la population. Ce qu'on appelle les transferts sociaux en nature plutôt qu'en argent. Okay? Et ça, c'est un élément très important. Ça a augmenté beaucoup au cours des 25 dernières années. Et ça comprend l'éducation, la santé, les infrastructures, les parcs, les spectacles publics gratuits, etc., qui sont offerts soit par le gouvernement, soit par des organisations privées ou sociales sans but lucratif. Okay? Mais Statistique Canada a développé des méthodes pour associer aux différents ménages, groupes de ménages, la consommation de ces transferts sociaux en nature. Et quand on prend ça en considération, pour inclure ça dans la consommation des ménages, on s'aperçoit que la consommation, les inégalités de consommation sont à la baisse, de manière significative. Okay? C'est vrai dans beaucoup de pays développés. L'OCDE travaille sur... pour qu'il y ait des données un peu comparables d'un pays à l'autre. Et comme j'ai mentionné, Statistique Canada est à l'avant. La redistribution, elle passe par ces transferts sociaux en nature qui représentent une partie importante de la consommation des ménages plus démunis. Par exemple, une famille qui est dans le quintile inférieur, qui fait partie des 20 moins riches, pas moins riches, mais de revenus plus faibles, les 20 plus pauvres, entre guillemets, qui ont, mettons, 3 enfants à l'école primaire ou secondaire, consomment un montant important de ressources d'éducation pour lequel il n'y a pas de déboursé du ménage en question. Mais c'est une consommation importante. Il faut en tenir compte dans les analyses d'inégalités. Évidemment, il y a les transferts financiers aussi. Je vais vous arrêter bientôt. Okay. Peut-être juste finir votre idée, on va y revenir de toute façon. Très bien. Alors, ce que je dis, c'est que les inégalités de consommation sont à la baisse. On peut espérer que ça va continuer. Dans un travail antérieur, j'avais prédit, entre guillemets, que les inégalités de revenus et de richesse, de revenus en particulier, allaient atteindre un plateau et peut-être se mettre à baisser, comme ça a été le cas pendant 70 ans avant 1980. Et je suis content qu'Olivier semble indiquer qu'on est dans une période de stagnation, au Canada en tout cas. Au niveau de la taxation, laissez-moi simplement dire que 60 des impôts au Canada, l'impôt et taxes, sont payés par le 20 plus riche. Le quintile supérieur paie 60 le quintile inférieur paie 1 des impôts au Canada. Donc, le système d'éducation, le système de santé sont essentiellement, en majorité à 60 payés par le 20 plus riche. Il faut garder ça à l'esprit. J'aurai l'occasion de parler du rôle social des inégalités, à quoi ça sert les inégalités, et aussi des solutions. Je pense qu'on va y revenir. Oui. Bon, mais je vais simplement attirer l'attention sur les inégalités de consommation, qui, à mon avis, sont les inégalités qui devraient nous préoccuper. Or, 98 des économistes s'intéressent aux inégalités de revenus et de richesse. Pourquoi? Parce que les données sont plus faciles
à obtenir. Oui, mais c'est encore drôle pour la richesse, mais on pourra certainement y revenir. Mathieu, à vous de clore cette première question. Oui, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Fait que je vais essayer d'être relativement bref, ce qui est toujours une épreuve pour un professeur d'université. Mais je m'attarderai à 3 choses en sus de ce qui a déjà été mentionné. D'abord, la question des inégalités de consommation, je la trouve intéressante, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi considérer différentes dimensions de ce que ça veut dire, ces inégalités-là. Ce n'est pas simplement le fait qu'on arrive à l'épicerie avec plus ou moins de ressources dans nos poches. De base, il y a toute une question de vivre ensemble, puis de se dire, comme société dont on est tous membres, est-ce qu'on a un destin qui se ressemble ou bien non, il y en a dans un coin qui mènent une vie, puis les autres, ils mènent une vie complètement différente. La question, puis, et là, ça nous amène de manière centrale, entre autres, à une question de démarchandisation, puis c'est un petit peu ce qu'on mentionnait par la bande quand on parle de services publics qui sont offerts à tout le monde. Certes, puis il ne faut pas aller dans un sens où on en a moins, puis on a vu, donc, dans les dernières semaines et derniers mois, il y a des batailles qui sont menées à coups de piquets de grève pour la préservation de ces services publics-là. C'est jamais donné. Fait que oui, on en a de manière importante au Québec puis au Canada, mais il faut préserver ça parce que les inégalités, de base, il y a toute une question de, bon, c'est ça que je dirais, la question de la vie, du vivre ensemble, une égalité d'accès à tout un ensemble de choses. Le deuxième aspect que je voudrais mentionner, c'est que, au-delà des simples inégalités de consommation, encore une fois, au moins de richesse, de revenus, il y a aussi une question d'inégalité de pouvoir. Une question d'inégalité de pouvoir, d'orientation des ressources collectives, si on veut. Un des gros défis actuellement, c'est toute la question environnementale, la question écologique. Bien, s'il y a s'il y a une grosse partie du revenu qui se retrouve dans des mains de gens qui décident qu'aller sur Mars, c'est une priorité, par exemple, bien, on a un programme spatial, puis on va sur Mars. On n'est pas en train de s'occuper d'une transition écologique. Et d'ailleurs, je dirais même que, après, il y a toute une variété de relations qu'on peut avoir par rapport à la question environnementale, mais plus on donne des ressources à des gens qui ont des portes de sortie, moins on risque d'avoir des ressources qui sont mises à essayer de préserver une situation donnée ou un environnement donné ou un écosystème donné. Mais donc, la question donc, des inégalités de pouvoir d'orientation des ressources, pour moi, il est central. Puis à mesure que les inégalités de revenus, à mesure que les inégalités de richesse et de patrimoine se creusent, ce pouvoir-là, ça se creuse également. Troisième et dernier point. On parle beaucoup d'inégalités, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais évidemment, ça a des conséquences réelles. Moi, je trouverais intéressant qu'on lie davantage les questions d'inégalité et de pauvreté ensemble, de dire, bien, ces deux choses-là vont de pair jusqu'à un certain point. Les fois que ça s'amenuise, puis on aime ça, les fois que la pauvreté diminue, puis les inégalités diminuent, puis les fois où ça augmente. Mais pour vous donner juste un exemple, puis bon, j'avais envoyé un petit truc que j'aurais pu vous montrer, mais je pense qu'on va éviter les graphiques et les tableaux aujourd'hui. Une manière de lier ça, c'est de se dire, mettons que, par exemple, on prend la mesure du panier de consommation qui a été désignée comme mesure officielle de la pauvreté au Canada. Au Québec, en général, les gens qui s'occupent de questions de pauvreté considèrent plus ça comme une mesure de couverture des besoins de base. Mais en tout cas, donc, mesure du panier de consommation. Puis on regarde par décile, qui a le pouvoir de couvrir ces besoins-là? Quand on est au premier décile, on vire autour d'à peu près 0,5 paniers. Donc, les gens au premier décile, il leur manque comme un demi-panier pour réellement couvrir ce qui est considéré comme étant des besoins de base. Dès le deuxième décile, on est une petite affaire en haut, là, à 1,09 ou 2 ou quelque chose comme ça. Et quand on arrive tout en haut, bien, on est dans le coin de 4,5 pour le décile supérieur en général. Donc, on est à 4,5 paniers d'être capable de couvrir nos besoins. Et puis, je laisserai ça avec une dernière question. Si on lit à mon point sur la transition écologique de tout à l'heure, on peut se dire, bien, s'il y en a qui sont à 4,5 d'être capables de couvrir leurs besoins, puis il y en a qui les ont pas encore, bien, il y a peut-être un différentiel d'effort qu'on peut faire, qu'on peut demander à différentes catégories de gens. Merci beaucoup.
Pour cette deuxième ronde, j'ai envie de faire un 2 en 1, vu le temps qui passe, soit de réagir aux propos qui ont été amenés par d'autres collègues ou encore peut-être d'illustrer certaines inégalités qui restent un peu dans l'angle mort au Québec. Certaines d'entre elles, je pense, ont déjà été évoquées. Et le rapport d'Oxfam à ce titre-là, en insistant sur les inégalités de pouvoir, je pense, peut-être pointe vers un débat, dans le fond, qui se fait sans doute un peu moins au Québec. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui brûle de se lancer? Oui, Olivier? Oui, mais merci tout le monde pour ces propos super intéressants. Je voulais aussi réagir sur la question des inégalités de consommation. Je pense que c'est vraiment bien de le souligner, l'importance des inégalités de consommation. Cela dit, je pense que la différence avec une inégalité de revenus, une inégalité de consommation est importante en ce sens où une inégalité de richesse, c'est que, bon, si on a... l'inégalité de consommation n'a pas vraiment d'impact sur un filet social personnel qu'on a. Quand on a beaucoup de richesse, bien, on a un filet social personnel, alors que quand on n'a pas de richesse, on n'a pas ce filet social personnel-là. Puis ça a un impact immense sur le comportement d'un individu, puis aussi sa sécurité personnelle. Et aussi, ben, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais si les prix de l'alimentation augmentent, ben, les inégalités de consommation vont diminuer parce que les plus pauvres consomment davantage de leurs revenus que les plus riches. Donc, je me demande à quel point c'est une mesure qui peut être influencée par des facteurs qui ne sont pas vraiment liés aux décisions publiques. Je reviens sur les deux points sur les angles morts. On a parlé de la question de la pauvreté. À mon avis, on ne parle pas assez de la question des prestations sociales au Québec pour les personnes sans emploi. Puis ça, ben, c'est ça qui réduit le plus les inégalités, là. Si on augmente l'assistance sociale, on fait une assurance-emploi qui a du sens, on donne des suppléments de revenus aux travailleurs à faible revenu, ben, on peut vraiment réduire la pauvreté pas si difficilement que ça. Ben, en fait, ben, c'est ça, c'est que ça ne coûte pas si cher que ça. Et ce n'est pas des choses dont on parle vraiment beaucoup. On va parler plus de services qui touchent la classe moyenne. Et je finirais mon point tout simplement par dire que on ne parle pas assez de l'importance de la taille de la taxation. Et le point de Marcel est excellent. Tout le monde veut taxer les riches, mais personne ne veut payer des taxes soi-même. Mais au fond, c'est que si on veut vraiment réduire les inégalités, là, ben, il faut payer des taxes soi-même aussi. On ne peut pas juste taxer les riches. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que si on taxe les riches davantage, peut-être qu'on peut convaincre les gens de payer des taxes soi-même davantage. Parce que là, si on demande une contribution fiscale plus élevée aux gens, ils vont dire « Ben non, mais là, les méchantes multinationales ne payent pas leur juste part », ce qui n'est pas faux. Mais ce qu'on peut faire au niveau national, c'est pas... on ne peut pas facilement taxer Amazon au niveau du Québec. On peut monter les impôts de tout le monde pour réduire la pauvreté si on est facilement capable de faire ça. C'est juste qu'il faut convaincre les gens de le faire. Merci. Béatrice? Oui. Sur les inégalités de consommation, je trouve le débat intéressant, mais ça me fait fricoter la militante en droits humains qui est en moi, à savoir qu'on voit ces accès-là à la santé, à l'éducation comme étant des moyens de consommation. C'est des droits universels. C'est l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès à un revenu décent. C'est pas en variation de budget ou autre. Bien sûr, à long terme, ça l'est, mais ce que je veux dire par là, c'est on peut pas nommer ça, je crois, comme consommation. C'est comment s'assurer que l'ensemble de la population a accès à ces droits-là à travers des budgets donc publics, parce qu'évidemment, les personnes les plus riches, elles peuvent avoir un filet social personnel, elles vont avoir leur école privée et leur clinique privée, etc. Et on n'a aucun souci d'aller chercher aussi leur logement et leur panier d'épicerie. Donc, il faut qu'absolument on réfléchisse sur ces enjeux-là de droit, d'un point de vue de droit, et donc d'accès aux services publics par les droits. Et même si c'est fait par des OBNL aussi, je pense à la situation catastrophique dans laquelle les OBNL du Québec se trouvent, le communautaire, où on les sous-finance et on s'arrange pour qu'il y ait, bien sûr, encore une fois, 3/4 de bonnes femmes qui vont être assez gentilles de travailler bénévolement ou pour 2 peanuts pour sauver et avoir accès à des services de garderie ou autres pour les gens les plus pauvres. Donc ça, quand même, il faut questionner cette approche-là d'un point de vue consommation. Sur
sur le rapport d'Oxfam, il est excellent, il est bon, il est blindé, on peut choisir les statistiques qu'on veut, évidemment. Moi, je ne m'ostinerai pas avec 3 professeurs d'université. Écoutez, là, je ne veux pas là. Mais il est quand même, évidemment, on travaille dessus fort longtemps. Puis je pense que chacun peut choisir les statistiques qu'il veut. Oui, il y a une part, peut-être, dans les communications sur les 1% les plus riches. Le travail d'Oxfam depuis 50 ans, en fait, Oxfam Québec, nos 50 ans cette année, c'est sur les plus pauvres. On travaille constamment sur les inégalités économiques, climatiques et de genre, le couplet vraiment sur les plus pauvres. Et les 800 millions de personnes qui ont perdu un mois de salaire ces 3 dernières années, ça a un impact sur notre travail aussi à nous en termes de développement international. Sur la taxation, j'écoute avec intérêt ce qui se dit en disant c'est pas en taxant les plus riches qu'on aura le plus de revenus, mais effectivement cette perception, je pense, d'équité et ces inégalités de pouvoir, d'injustice. La moitié de la planète va voter cette année. Puis parfois, ils vont voter pour des gens qui nous font peur. Comment on fait pour avoir Rebuilding Trust, même le Forum économique le veut, mais comment on fait pour rebâtir cette confiance-là, pour parler à des gens en leur disant voici comment les institutions, à travers les droits et à travers une meilleure taxation plus juste ou perçue plus juste, surtout à travers les multinationales qui se font des bénéfices immenses avec les crises. J'en veux aussi au Big Pharma là, qui n'a pas servi à travers des droits de brevets gérés par le commerce international et qui a empêché quand même des milliards de personnes d'avoir accès à des vaccins. Peut-on permettre ça? Et qui se sont fait donc des bénéfices importants redistribués à des actionnaires déjà milliardaires. Donc cette perception-là, elle est flagrante. Et cette perception aussi qu'ils influencent les politiques publiques à travers bien des agendas pour non, on empêche la syndicalisation, on empêche toute loi qui pourrait aussi intervenir et nous empêcher ou nous demander de payer plus d'impôts. Il y a quand même une initiative intéressante des pays africains à l'ONU sur la taxation internationale. Donc les pays du Sud, héritage de la colonisation, ils la voient cette injustice-là aussi. Et ils demandent des comptes d'une manière planétaire pour en parler de taxation internationale. Donc elle est réelle, cette perception-là. Et si on veut que les choses bougent, il va falloir s'y adresser, même si elle rapporte peut-être pas, in fine, les dollars qui nous sont nécessaires pour la transition juste et réduire les inégalités. Merci. Marcel? Oui, moi j'aimerais affirmer que l'insistance avec laquelle on traite des inégalités de revenus et de richesses, c'est une façon de jeter de l'huile sur le feu des dissensions sociales. Par le fait que ce qui importe, encore une fois, ce sont les inégalités de consommation, qui, elles, sont à la baisse. Et au lieu de mettre l'accent là-dessus, on met l'accent sur l'autre et on s'attaque au top 1%, qui, évidemment, même la fiabilité des données là-dessus est quasiment nulle. Et je trouve que c'est un peu regrettable qu'on passe autant de temps sur ces inégalités plutôt que... Maintenant, j'aimerais en venir à un autre thème, peut-être la compensation du capital. Béatrice nous dit qu'on n'a pas besoin de payer des rendements aux multimillionnaires qui sont les fournisseurs de capital au sein de l'entreprise. Mais l'entreprise capitaliste, qu'elle peut être privée ou publique, parce qu'on a des entreprises capitalistes publiques comme Hydro-Québec, c'est une entreprise capitaliste. Ça veut dire quoi, une entreprise capitaliste par rapport à une entreprise de travailleurs, une entreprise coopérative ou une entreprise de propriété intellectuelle? Il s'agit de savoir, il y a toujours des écarts entre les recettes et les dépenses. Il y a quelqu'un qui doit absorber cet écart-là, qui fluctue dans le temps. Il y a des années où les recettes sont inférieures aux dépenses. Il y a quelqu'un qui ne peut pas être payé, quoi. OK? Alors, le facteur de production qui est le dernier payé, d'une certaine manière, qui absorbe c'est ce qui caractérise l'entreprise, qui peut être capitaliste si le capital est le payé en dernier. Elle peut être une entreprise de travailleurs si le travail est payé en dernier, puis absorbe le fait qu'il y a des mauvaises années, puis elle peut être aussi coopérative si les coopérants sont... mais toutes ces entreprises sont en concurrence sur le marché. La seule raison pour laquelle on s'attaque aux entreprises à caractère capitaliste, c'est que ce sont des entreprises qui sont devenues dominantes par, et là je veux dire un blasphème quasiment, par le fait qu'elles sont plus efficaces que les entreprises coopératives d'économie sociale, etc. Sinon, on aurait la dominance de cette autre forme d'entreprise. Parce que la concurrence, elle est là, on peut avoir... Est-ce qu'il est nécessaire de rémunérer le capital? Ben oui, c'est nécessaire, comme on le fait à Hydro-Québec.
Hydro-Québec, devant la Commission de l'énergie, demande un taux de rendement sur le capital investi de 9,5 OK? Et c'est comme ça qu'Hydro-Québec peut engranger des bénéfices, des profits essentiellement, qu'elle verse en partie au gouvernement qui est son actionnaire principal. OK? Et c'est comme ça qu'Hydro-Québec est capable de lever des fonds parce qu'elle est capable de payer des rendements auprès des bailleurs de fonds. Maintenant, il ne faut pas oublier que si on prend la direction générale des entreprises, y compris les multinationales, puis prenons par exemple les 5 plus hauts salariés, y compris le PDG, la compensation totale de ces gens-là représente à peu près 2,5 % des recettes totales de l'entreprise, de la compensation payée par l'entreprise à tous ses employés, y compris ses dirigeants. C'est 2,5 %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 97,5 % de ces paiements qui sont payés aux employés plus réguliers, si on veut, plus bas dans l'échelle hiérarchique de l'entreprise. Si on s'en tient uniquement au PDG, la compensation des PDG représente en moyenne 0,5 % de la compensation totale payée par l'entreprise à l'ensemble de ses employés, ouvriers, dirigeants, gestionnaires, etc. 0,5 %. Ça veut dire que 99,5 % est payé aux autres, y compris aux travailleurs, OK, dans l'entreprise. Quand on regarde la compensation des PDG, même y compris des grandes multinationales, les données que je vous mentionne viennent des 500 plus grandes entreprises par capitalisation boursière aux États-Unis. Si vous prenez les salaires des PDG qui, en 2022, représentaient 8 milliards pour 500 entreprises, puis vous les répartissez entre tous les employés de l'entreprise, vous obtenez 300 $ par employé par année. OK? C'est comme si on demandait aux gens, est-ce que vous seriez prêts à contribuer 300 $ pour qu'on recrute le meilleur PDG qui va assurer la survie de l'entreprise, sa performance sur les marchés, etc. En termes de salaire, c'est 0,5 %. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à contribuer 0,5 % de votre salaire par rapport à l'autre mesure qui est la favorite des médias, c'est le ratio entre la compensation du PDG et le salaire médian. Aux États-Unis, c'est 290. Au Canada, je pense, le Centre canadien de politique alternative disait que c'était 226. Donc, c'est beaucoup plus élevé aux États-Unis. Je vais vous demander peut-être de conclure ce Ce que je voulais dire, c'est que la compensation, c'est un peu une question de point de vue, quoi. Est-ce que 300 $ par employé, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Est-ce qu'un demi de 1 % de compensation pour le dirigeant de l'entreprise, est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Si on posait la question de cette manière, je pense que les réponses seraient fort différentes. Beaucoup de gens seraient prêts à payer 300 ou 0,5 % de leur salaire, mais très peu de gens sont prêts à accepter que le PDG gagne 250 ou 290 fois leur salaire. Merci. C'est la même question. Merci. Oui, on n'est pas rendu aux questions encore. Merci. Mathieu, ensuite, on aura une dernière ronde et ensuite, ce sera à vous là, de poser des questions. Alors. Oui, merci. Bien, il y a beaucoup de choses. C'est assez riche, ce qui nous est proposé. Fait que je voulais réagir sur plein d'affaires, mais je vais me concentrer sur 2-3 encore. Si je commence sur le salaire des PDG à la toute fin, moi, je la trouve super intéressante, en fait, la mesure du salaire par employé. Là. Donc, on dit peut-être 300 $. Mais on peut se demander, si on regarde la progression de ce revenu-là dans les dernières décennies, est-ce que le PDG faisait une bien moins bonne job dans le temps qu'il gagnait 100 $ par employé en termes réels? Et si on demande aux employés, pas nécessairement, tu serais-tu prêt à donner 300 $, mais serais-tu prêt à donner 200 $ de plus que tu donnais dans le temps pour avoir le même gars? Là, tout à coup, on recadre la question encore différemment. Ça, c'est une première des choses. Puis d'ailleurs, on l'a vu à la dernière campagne électorale, comment quelques centaines de dollars, des fois, de taxation pour des services publics, c'est pas acceptable, donc pour les salaires de PDG. La question des entreprises privées qui sont plus efficaces, là, ça nous enverrait dans tout un autre débat. Je pense qu'on ne va pas nécessairement aller là aujourd'hui, mais je dirais quand même, et ça va me lier au troisième point, l'entreprise privée, c'est une machine à externalisation des coûts. Donc, l'idée, c'est que tu as des coûts, tu as des revenus, puis tu essaies de faire le plus grand différentiel entre les deux, bien entendu.
C'est ça le jeu. Mais est-ce que tu vas opérer, est-ce qu'une entreprise privée va faire, comme Amazon par exemple, va traiter ses employés de la même manière qu'une coop le ferait? Si Amazon était une coop, par exemple, est-ce qu'on aurait les mêmes conditions de travail dans les entrepôts? C'est pas sûr. Est-ce que ça coûterait plus cher de gérer ces entrepôts-là? Peut-être. Donc, si on les met en concurrence sur le même plan, ben il y en a un qui fait plus de profit, puis pas l'autre. Est-ce que c'est vraiment ces règles du jeu-là qu'on veut tout le temps? C'est pas évident. Quand on arrive à l'environnement, c'est un peu la même chose. Si on externalise les coûts sociaux, on parlait de travail invisible tantôt, qui est un cas tout à fait intéressant, on externalise aussi les coûts environnementaux. Donc là, on peut se dire, OK, si c'était plus efficace pour tout pitcher les coûts de nettoyage de sites puis tout ça aux voisins que l'autre entreprise coopérative en crée dans son milieu, est-ce que ça fait de toi une entité vraiment plus désirable que l'entreprise coopérative en question à côté? C'est pas certain. C'est pas pour dire, je ne veux pas généraliser sur toutes les entreprises privées, toutes les entreprises coopératives, mais il y a quand même des tendances qui sont fortes sur ces choses-là. Dernier petit point, puis ça, on pourra revenir parce que Marcel nous a interpellé tout à l'heure sur toute la question de la courbe en U. Donc, ce qu'il appelait cette diminution-là jusqu'en les années 80, puis après ça, la réaugmentation. Puis, on n'a pas passé de temps beaucoup. Olivier a quand même abordé certaines questions de transfert, de prestations sociales et tout ça, mais peut-être qu'on pourrait passer un peu plus de temps pour s'expliquer. Effectivement, on peut y faire quelque chose. Il n'y a pas une fatalité que tout va toujours plus mal aller, là. On peut y faire quelque chose, mais quel est ce quelque chose-là? Et puis, juste un exemple, dans les années 80-90, donc on parlait d'un point d'inflexion dans les années 90, mais les années 90, c'est là aussi où on a garoché tout le monde en dehors du système d'assurance-emploi. Bon, j'exagère un peu, mais on avait un taux de couverture dans le coin de 80-90 %. Puis avec les mesures du gouvernement Jean Chrétien puis Paul Martin dans le temps, bon, on a baissé dans le coin de 50 %. Il y a 40 % des chômeurs qui ne recevaient plus. Donc ça a un impact. Bon, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais... peut-être qu'on pourrait se relancer un peu sur cette question-là pour avoir peut-être une note positive. Mais justement, la dernière question que j'aurai le temps de vous poser avant de passer aux questions du public, c'est vers les pistes de solutions. Donc, on a évidemment des politiques publiques, mon Dieu, qui sont en place au Québec. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour réduire les inégalités? Quelles nouvelles pistes devraient être explorées pour les réduire, si on est d'accord pour le faire? Et peut-être là, de vous lancer là, en filigrane de cette question-là, tout l'impact, dans le fond, des changements climatiques sur l'exacerbation des inégalités, qu'on le garde en tête parce que c'est quand même le contexte dans lequel on s'en va avec toute l'incertitude qui lui est liée. Donc, je vais vous demander 2 minutes maximum parce que sinon, on n'aura pas le temps. On voudrait s'interpeller, poser beaucoup plus de questions. Alors, Béatrice, à toi. Oui, merci. Je voudrais revenir sur le contenu de notre rapport. Nulle part dans le rapport, il va être dit que nous ne voulons pas la redistribution du capital. On veut, par contre, le retour sur les dividendes, donc pour raccrocher aux solutions en disant on peut certainement, comme État, y mettre des conditions. Oui, redistribuer les dividendes, mais peut-être pas dans les conditions actuelles, et c'est-à-dire redistribuer les dividendes si vous participez à la transition juste et si vous avez des résultats concrets sur la transition juste, parce que clairement, et les ultra-riches et les corporations participent à la détérioration du climat et doivent participer à leur hauteur à leur solution. On a le fonds pertes et dommages qui crie urgemment à l'ONU pour que enfin on puisse le réparer. Nous, on travaille en Afrique de l'Est avec des millions de personnes qui sont en désespoir de manger. Après 5 années de sécheresse, maintenant, il y a des inondations incroyables. C'est ça qu'on veut, c'est qu'ils payent leur dû pour pouvoir corriger. On veut aussi que les dividendes soient distribués si vous avez un peu réduit la différence entre les salaires des hommes et des femmes, si vous avez aussi contribué à la syndicalisation, pas juste empêché, contribuer à la syndicalisation de vos employés aussi. Donc c'est dans ces conditions-là où nous, l'État, pourquoi on ne pourrait pas mettre des conditions de redistribution des dividendes? Cette solution-là, elle vient aussi avec, par exemple, des économies alternatives. J'y reviens. Le World Fair Trade Organization, donc pas le WTO, mais le World Fair Trade Organization, qui regroupe tout un tas d'organisations mondiales et sociales, dont la moitié sont tenues par des femmes d'ailleurs, à 4 fois moins de banqueroutes que les entreprises dites privées. Donc, comment peut-on vraiment
mettre de l'avant ces modèles d'économie sociale, de coopérative, où les travailleurs aussi ont leur mot à dire et partagent le fruit de leur travail avec d'autres. On peut questionner ces pouvoirs-là. Donc, des modèles d'économie sociale, une revue de la taxation aussi pour qu'on ait la perception et la réalité que tout le monde fait sa part, incluant les plus riches qui, au contraire, influencent à baisser l'économie. Merci. Parfait, c'était 2 minutes. Marcel. Oui, alors, les solutions. Comment est-ce qu'on peut... Moi, je pense qu'en termes de taxation, on a atteint à peu près le maximum. J'ai mentionné tout à l'heure que le quintile supérieur de revenus paie 60 des impôts au Canada, le quintile inférieur paie 1 Donc, le ratio 60 pour 1, c'est quand même un élément important de redistribution. Le facteur essentiel sur lequel il faut travailler, c'est la modification du portefeuille de compétences du quintile inférieur, des gens plus démunis. Okay? Simplement taxer puis redistribuer, c'est une mesure, une méthode comptable. Derrière ça, il y a des impacts sur l'économie qui est souvent au détriment des plus pauvres. Mais ce que les gouvernements, puis le doyen est parti, là, mais c'est la modification du portefeuille de compétences. Pourquoi il y a des gens qui ont de la difficulté à arriver? C'est qu'ils n'ont pas de compétences qui sont utiles à leurs concitoyens. Ils ne peuvent pas réussir à convaincre leurs concitoyens de les payer pour l'exercice de leurs compétences dans l'entreprise, dans l'industrie, dans le commerce ou où que ce soit. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. La seule solution réaliste à moyen terme et à long terme, c'est de travailler sur les compétences des gens et bonifier ce portefeuille de compétences. Mais ça, c'est très difficile. C'est très exigeant pour les individus. Les gens préfèrent qu'on leur envoie un chèque simplement qui va être payé par les riches ou les ultra-riches plutôt qu'eux se mettre à acquérir des compétences qui sont utiles socialement, mais difficiles à acquérir, coûteuses pour l'individu. Ça exige des efforts. Merci. Olivier? Question vaste et pas facile à répondre. Je réponds selon mes intérêts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la redistribution. Je pense que pour réduire les inégalités, puisque je pense qu'on peut faire davantage, il faut être en mesure d'avoir une assiette fiscale plus grande. Je pense qu'on peut le faire si on taxe intelligemment. Évidemment, probablement que seulement utiliser l'impôt sur le revenu n'est probablement pas la manière de procéder dans la situation du Québec, par exemple. Mais on doit augmenter la taille de l'assiette fiscale parce que si on rend les prestations plus redistributives avec l'assiette fiscale actuelle, on risque de réduire l'appui du public aux prestations. C'est-à-dire que si on prend des prestations universelles, on les cible vers les plus pauvres, c'est plus redistributif. Mais ça, ça fait que la classe moyenne reçoit moins de choses. Et ça, c'est pas très, très bon, je pense, pour soutenir la redistribution et soutenir l'effort public pour le redistribuer. Donc, il faut augmenter les revenus. Pour augmenter les revenus, moi, je suis d'accord avec le plan d'Oxfam dans l'idée de, si on convainc les gens qu'on fait quelque chose contre l'évasion fiscale, par exemple, on doit peut-être réussir à convaincre les gens de payer davantage eux-mêmes. Et ensuite, on doit, avec cet argent-là, bonifier nos services publics. Comme Marcel l'a mentionné, les services publics, juste le fait de recevoir des bons services de santé, des bons services d'éducation, c'est foncièrement redistributif. Et je pense qu'on peut y aller de manière assez simple. Moi, je suis très pour l'augmentation de la taxe de vente, mais aussi, on a une inégalité immense qui s'est créée avec le patrimoine immobilier et on ne l'a pas taxé parce que les villes ont peur d'augmenter la taxe foncière. La taxe foncière est déjà très élevée. Puis c'est vrai que le problème de la taxe foncière, c'est que les gens n'ont pas nécessairement le revenu pour la payer. Mais la taxe foncière, on pourrait créer une mesure relativement simple qui serait une taxe foncière qui est payée au décès. Finalement, c'est comme taxer les héritages, mais on irait avec une taxe foncière payée au décès qu'on peut reporter jusqu'à notre décès. Et ça, ça serait une manière de générer des revenus immenses parce qu'on n'est pas allé chercher, comme gouvernement, la valeur qui a été générée par l'augmentation du patrimoine immobilier des gens parce qu'on taxe peu les héritages et on taxe le foncier, mais on n'a pas augmenté tant que ça la taxe foncière pour suivre la valeur du patrimoine immobilier. Et ça, c'est énormément d'argent. Parce que les gens sont considérablement plus riches maintenant qu'ils l'étaient dans les années 80 en termes de patrimoine moyen par Québécois. Et ça, on peut aller chercher cet argent-là. Puis on peut aller le chercher d'une manière plus simple que ce qui avait été proposé par Québec solidaire à la dernière élection avec la taxe foncière.
c'est vraiment dur de Merci. l'éviter, la taxe foncière. Merci beaucoup, Olivier, ce qui nous amène naturellement à Mathieu. Oui, merci. À toutes ces idées-là, moi, je vais en rajouter une des stats qui m'a marqué. Il y en a plusieurs hein, dans le rapport d'Oxfam. Mais une des stats que j'ai trouvée assez intéressante, c'est, là, je vais essayer de citer de mémoire, je me ferai corriger au besoin, mais il y a 11 des milliardaires qui font de la politique, c'est tout ça? C'est quelque chose comme ça. Et parce qu'évidemment, après, bon, une fois que leur entreprise elle fonctionne, tout ça, ça leur prend quelque chose à faire de leur fin de semaine. On comprend, mais ça aussi, c'est une inégalité de pouvoir, une inégalité d'accès. Ils ont le temps, ils ne sont pas en train de courir un peu partout pour voir comment est-ce qu'ils vont boucler leur fin de mois. Ils ont le temps d'y arriver, ils ont les ressources d'y arriver, ils ont les moyens de faire de la pub. Donc, oui, l'État a un plus grand rôle, la démarchalisation, tout ça, oui, certainement. Je ne dirais pas certainement pas non à ça, mais pour moi, ce n'est pas suffisant parce qu'à quelque part, cet État-là, ça dépend toujours de qui on met pour nous le gérer, ça dépend toujours de qui on met pour faire et construire les politiques. Alors, pour moi, il y a tout un besoin, puis ça a été mentionné un peu, là, mais je voulais renforcer ça, de développer une sorte de transition systémique qui vient d'un système économique là, qui viendrait avec notre transition écologique. Donc, de développer des dynamiques économiques sous-jacentes qui sont différentes et qui sont alternatives et qui, à la base, génèrent moins de ces enjeux-là, génèrent moins de ces inégalités-là. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais, ça prendrait une transformation de base du système économique. Merci beaucoup. C'est donc à vous de poser des questions. Je vais prendre 3 questions. Les personnes en ligne peuvent écrire des questions dans le chat. Alors, je vais prendre 2 questions ici dans la salle et une question en ligne. Ensuite, on fera des réponses. Oui. Je pense qu'il y a un micro, juste un instant, parce que sinon, en ligne, on ne vous entendra pas. Donc, est-ce que... Ah oui, le micro est là. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait... Merci beaucoup. Oui, bonjour. Donc, Sabine Choquet, chercheure invitée au Cerium. Je me permets d'intervenir juste. Je vais sortir un peu du contexte national et je voulais justement revenir sur la question des inégalités mondiales, notamment dans un contexte marqué par le réchauffement climatique, puisque là, on sait qu'il y a des zones géographiques qui vont devenir invivables, des personnes qui vont... il y aura des phénomènes de sécheresse, il va y avoir des journées... beaucoup plus de journées à plus de 50 degrés, en fait, des populations entières ne vont pas pouvoir rester. Donc là, à mon avis, il n'est plus vraiment question de compétences là, ou encore de formation, puisque ces personnes ont vraiment une inégalité d'accès, ils auront une inégalité de vie, d'accès à certains services, et on va faire face forcément à des flux migratoires dus à ce réchauffement climatique. Donc je voulais un peu vous poser une question sur la prospective, c'est-à-dire comment ça va se passer. Est-ce que ce phénomène-là risque en fait d'amplifier les inégalités mondiales et surtout dans un contexte de montée du populisme, comme on le voit, de sécurisation des frontières, etc. Voilà, c'est vraiment sur toute cette question-là que je voulais rouvrir le débat. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle avant de passer aux questions en ligne? Oui, madame. Attendez, le micro, ce sera pas long. Oui, André Lévesque, je suis historienne. Pardon. J'aurais une question sur la fiscalité. Parce que ça frappe l'imagination de blâmer, je ne sais pas moi, Musk ou Bill Gates, tout ça, on les voit, puis c'est obscène. Mais j'aimerais que vous me disiez la proportion de revenus fiscaux des individus et des corporations. On a parlé un peu d'Amazon et de certaines corporations, mais j'aimerais savoir pour le Québec et pour le Canada, si vous avez comme ça, là, à peu près la proportion. J'aimerais aussi juste ajouter quelque chose sur les PDG et leurs compétences en relation avec ce qui sont payés. C'est que ces gens-là fonctionnent dans un contexte. Il y a une conjoncture qui peut favoriser des performances certaines années, et ce n'est pas nécessairement dû à l'intelligence de la personne qui est PDG non plus. Il peut y avoir une augmentation de la demande ou quoi que ce soit. Alors, parfait. Merci. Merci. Donc, on va demander à Christine de nous faire part d'une question en ligne. Merci. Donc,
une question. Ne croyez-vous pas que la réduction des inégalités de consommation se fait par l'exploitation de travailleurs dans les pays en émergence? Merci. Donc, si je commence peut-être avec Mathieu, est-ce qu'il y a des réponses à donner à l'une de ces 3 questions? La proportion de taxes, je ne l'ai pas. En tout cas, les stats, je vais peut-être pelleter vers mes collègues ici. Simplement dire, par contre, que ça baisse à travers le temps. Là. Les taxes corporatives, depuis le début des années 80, ça diminue à travers le temps, à la fois pour les petites et moyennes entreprises qui, maintenant qu'on fait avec les transferts, tout ça, c'est rendu assez bas, voire assez absent. Et puis même pour les grandes entreprises aussi. Après, exactement la proportion, je ne l'ai pas. La question des inégalités de consommation, j'ai envie de rebondir sur la toute dernière question. Et c'est vraiment intéressant parce que effectivement, il y a tout un transfert international assez invisible qui se fait à travers la segmentation des chaînes de production à l'échelle mondiale. Fait, quand un produit a fait 8 fois le tour de la planète, on ne sait plus trop qu'est-ce qui s'est fait où, qui a travaillé quand, puis tout ça. Et nous, il nous arrive devant nous autres, puis c'est sûr qu'on se dit, ben là, vous m'augmentez le prix de 5 %, ça se peut pas, j'ai pas le revenu, faites quelque chose, arrangez-vous pour que ça me coûte encore moins cher. Là, ça repitche la pression, oui, localement, oui, sur les marges des entreprises qui nous les présentent, mais aussi sur les gens qui travaillent pour les faire. Donc moi, à travers ça, je pense qu'il faut une reconfiguration de toutes ces relations commerciales-là. Donc, il faut comme se dire que à travers la mondialisation ou à travers ces échanges-là qu'on pourra faire entre nous, il faudra qu'il y ait une base de solidarité et qu'on tienne en compte les conditions de travail des gens qui produisent les choses, les conditions matérielles, parce qu'il y a aussi un flux de ressources vers le nord en termes d'écosystèmes qui sont jusqu'ici en termes de flux matériels. Il faudra que ça soit pris en compte de manière explicite si on veut en arriver à une certaine égalisation un peu nord-sud, parce que sinon, on n'y arrive pas. Puis je pense que ça regroupe aussi la deuxième question. On ne veut pas simplement laisser les choses aller. Il faut s'en occuper de manière explicite dans les prix relatifs qu'on met pour certaines choses, par exemple. Merci. Béatrice? Migration, 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 le thème immigration, immigration, immigration. Clairement, il va y avoir des flux migratoires de plus en plus énormes qui s'en viennent avec les changements climatiques qui nous affectent déjà beaucoup. On l'a vu au Canada et au Québec, bien sûr. Je reparlerai d'Afrique de l'Est où j'étais aussi. Puis on a 4 millions de personnes déplacées en ce moment. Donc, et vous le savez que ce n'est pas les pays dits riches qui accueillent la plus grande partie des migrants. Les migrants migrent aux abords des pays limitrophes et qui n'ont pas forcément les structures, les moyens, etc., d'accueillir aussi ces personnes-là. Ça affecte particulièrement les femmes, encore une fois, parce que c'est souvent elles qui nourrissent la planète Afrique, entre autres. C'est une large part des productrices agricoles. Et donc, quand la terre ne produit plus, qu'il faut aller plus loin chercher l'eau, le bois, etc., ça aussi, c'est un impact énorme sur les femmes. Et il y a un angle féministe qui est souvent omis, d'ailleurs, parce qu'elles ne sont pas aux tables de décision avec les hommes. Il n'y a personne qui n'exclut personne ici, mais qu'elles y soient, elles. Donc, je n'ai pas de réponse sur les flux migratoires, mais j'ai l'impression qu'on a une certaine fermeture, et on le voit dans les discours politiques et dans les votes dans les pays dits riches qui pourraient faire leur part aussi. Mais il faut vraiment qu'on s'y attelle, qu'on revoie la Convention aussi sur les réfugiés qui a été faite au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a peut-être besoin maintenant d'avoir aussi un autre regard en termes de responsabilité internationale. Sur l'exploitation des travailleurs en pays développement, on a fait beaucoup de campagnes, entre autres, sur les femmes qui travaillent dans les usines de vêtements au Bangladesh ou ailleurs, les conditions déplorables dans lesquelles elles travaillent. Et donc, oui, le coût des choses qu'on a chez nous reflète beaucoup de choses cachées. Amazon bénéficie, et les entreprises mondiales bénéficient de populations éduquées, formées, d'un système de gens qui sont en santé, bénéficient de routes, d'aéroports, d'un système de sécurité, etc., qui part refléter dans le prix des choses. Donc, il faut, et bien sûr, l'impact sur le climat n'est pas du tout reflété non plus dans le prix des choses. Mais l'impact sur les travailleurs est clairement, on bénéficie de conditions déplorables. Donc, pourquoi on n'aurait pas encore inventons ou discutons d'intervention de l'État qui dit tu peux redistribuer tes dividendes, mais qu'en est-il de tes usines au Bangladesh et de la condition de travail des femmes de tes usines au Bangladesh? Merci. Olivier?
Oui, je vais répondre à votre question. Surtout, là, je ne suis pas un expert là, d'inégalité nord-sud. L'impôt sur les sociétés, ça n'a jamais été un outil fiscal important par les pays. Et c'est pas tout à fait vrai. Le taux marginal a diminué à travers les années, mais l'impôt corporatif, en proportion de la taille de l'économie ou en proportion de la taille de la taxation, a augmenté au Canada, en fait, depuis les années 60. Puis dans les pays de l'OCDE, est assez stagnant à travers le temps. Ensuite, évidemment, la part du capital dans le revenu total a augmenté. Donc, ça, c'est quand même une nuance importante à apporter. Mais l'impôt des sociétés, c'est que les sociétés, ça crée du revenu pour des individus. Les sociétés, c'est des individus, finalement. Ça va créer du capital, des gains en capitaux pour les actionnaires, puis ça va créer des jobs pour des personnes. Donc, moi, personnellement, ça ne me ferait pas vraiment un pli qu'il n'y ait pas d'impôt de société, mais qu'on taxe le capital bien davantage des individus, qui seraient générés par les gains en capitaux qui iraient chercher chez des actionnaires. Moi, c'est ça. L'impôt des sociétés n'a jamais été un outil fiscal important. Et pour juste terminer sur la question environnementale, je pense que ça va être un grand défi de réfléchir à comment on lutte contre les changements climatiques avec des taxes carbone, par exemple, et qu'on essaie de ne pas nuire aux efforts redistributifs en même temps. Parce qu'on observe là, clairement que la taxe carbone est vue comme une taxe supplémentaire, même quand elle n'en est pas une, comme au Canada. C'est pas une taxe là, pour la plupart des gens. C'est qu'ils reçoivent plus qu'ils payent. Mais c'est vu comme une taxe supplémentaire. Donc, ça devient difficile ensuite de faire des efforts redistributifs. On l'a vu en France quand on fait une taxation sur l'essence, par exemple, qui est nécessaire, à mon avis. Mais là, on a des gens qui sont très fâchés dans les régions rurales, avec raison, parce qu'ils ont besoin de leur voiture qui est à essence. Merci. Marcel. Oui, pour répondre au pourcentage d'impôt, entre 10 et 15 % c'est l'impôt corporatif, des entrées fiscales des gouvernements, entre 10 et 15 % Donc, ça rejoint ce qu'on a dit. C'est pas très important, mais c'est entre 10 et 15 Au Canada, c'est plutôt autour de 12, mais ça peut varier d'un pays à l'autre. Sur la compétence des PDG, je pense que ça va dépasser un peu notre... mais il y a une concurrence très forte au niveau des PDG. Chrystia Freeland, dans son bouquin sur plutocrates, les plutocrates, les ultra-riches, affirme que la durée de vie d'un PDG, en moyenne, c'est 3 ans et demi. La durée de vie comme PDG. Pourquoi? Parce que la concurrence est trop forte. Ils sont déplacés par des gens qui veulent leur place, quoi. Donc, maintenant, réchauffement climatique et inégalité, c'est sûr que c'est un problème majeur. Mais tout à l'heure, on a dit que c'est surtout les multinationales qui ne veulent pas de taxe carbone. Mais au Canada, on a un bel exemple. On l'a tous les jours devant nos yeux. On a un parti qui annonce Axe de taxe, qui reçoit la majorité des intentions de vote sur la base d'une abolition de la taxe carbone, qui est le moyen que les économistes poussent quasi unanimement. Mathieu m'avait dit, c'est pas tout à fait unanime, mais en gros, supposons que c'est presque unanime, en disant que c'est comme ça qu'on va résoudre le problème du réchauffement climatique. C'est en tarifant l'environnement, qui n'est pas un bien gratuit, c'est un bien qui a une grande valeur puis qui doit être... Il faut mettre un prix là-dessus. Le problème au Canada, c'est que cette taxe, elle est trop faible. Même si 90 % de la taxe est redistribuée en des chèques trimestriels aux familles, essentiellement des 3 quintiles inférieurs. Donc, c'est payant pour les moins nantis, cette taxe carbone. Ils votent pour le gouvernement qui dit on va l'abolir, la taxe carbone. Il y a un problème, là. Puis il y a eu un sondage récemment, je ne sais pas si c'est Léger ou une autre maison, qui dit que les gens reçoivent le chèque à tous les trimestres, mais ils ne font pas le lien entre ça et la taxe carbone qu'ils payent. Et donc, ils veulent l'abolition de la taxe puis garder le chèque. Mais non, mais ils sont reliés. Il y a un problème d'information du public là-dessus qui est... maintenant, les problèmes en termes de migration sont certainement des défis considérables. Mais... et je pense qu'il y a des je m'excuse de le dire, là, mais il y a des populations importantes qui vont disparaître tout simplement, okay, dans ce régime, parce qu'on va les refouler aux frontières et ils n'auront pas le choix que de... l'exploitation des travailleurs en pays émergents, oui, c'est un gros problème. Oxfam est partie prenante de cette exploitation. Je ne veux pas aller trop dans les détails, là, mais... Quand Oxfam et d'autres ONG, dans les années 90, ont lancé une grande campagne contre
Reebok, Nike, sur l'exploitation d'enfants dans les usines où on cousait les semelles de souliers de course ou les ballons de soccer, bon, etc. Vous vous souvenez peut-être, bon, vous êtes peut-être trop jeune pour plusieurs d'entre vous, mais ça a créé un énorme choc. Le gouvernement américain a passé une loi interdisant l'importation de biens et services qui étaient produits à l'aide du travail des enfants. L'UNICEF a fait un rapport là-dessus, sur l'expérience en question, pour montrer comment ça avait été une catastrophe pour les familles dont les enfants, avec les mères en particulier, travaillent à l'intérieur de ces usines-là pour subvenir aux besoins. 2 effets, une chute phénoménale des revenus des familles les plus démunies, puis un recours, et ça c'est l'UNICEF qui le mentionne dans son rapport, le recours des enfants à la... À la mendicité? Non, pas la mendicité, encore pire, là, sur l'exploitation sexuelle des enfants sur la rue, parce que c'est leur seul moyen de pouvoir contribuer aux revenus de la famille. Et là, on a effectivement corrigé le tir un peu en disant on va plutôt négocier avec ces grandes entreprises multinationales pour qu'on puisse tenir compte de ça dans la politique du travail des enfants. Et on a permis, dans bien des cas, que les enfants puissent continuer à travailler. Deuxième élément là-dessus, c'est une phrase. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont essentiellement, en termes de développement économique, là où on était, nous, en Amérique du Nord, ici, en 1920-1930. OK? Les pays ne sont pas tous au même niveau de développement. Or, en 1920-1930, le travail des enfants dans les usines aux États-Unis est très documenté. OK? Très bien, c'était la phrase. Merci. Parce qu'on a encore des questions. Janie, et ensuite, on va avoir une autre question et on va aller en ligne et on va clore. Donc, soyez brefs dans vos questions, s'il vous plaît, pour qu'on puisse en prendre le plus possible. Bref dans nos réponses. Absolument. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Jenny Houle, je suis professeure titulaire au département de psychologie de l'UQAM, titulaire de la chaire de recherche sur la réduction des inégalités sociales de santé. Alors, je vous remercie d'avoir organisé ce panel-là. Je ne sais pas si je vais être capable de bien formuler ma question parce que j'étais encore un petit peu émue, bouleversée par ce que j'ai entendu aujourd'hui, notamment par rapport aux personnes en situation de pauvreté qui attendent juste leur chèque, puis qui manquent de compétences, puis qui ne souhaitent pas aller travailler parce que c'est plus facile d'attendre son chèque. En tout cas, c'est complètement à l'inverse de ce qu'on connaît dans la littérature scientifique sur leur situation. Puis moi, pour les côtoyer presque au quotidien, là, ça me heurte beaucoup, ce genre de propos-là. Ceci dit, la question que j'ai, c'est que pour moi, dans le fond, les inégalités de revenus, en fond, l'argent en soi, c'est pas une fin. Hein? Pour moi, c'est un moyen pour vivre une vie décente, une vie en harmonie avec nos aspirations, nos désirs, etc. Et c'est pour ça que je pense que c'est peut-être pas nécessairement... Puis là, on se questionne, est-ce qu'on devrait s'intéresser aux inégalités de consommation, aux inégalités de revenus ou de patrimoine? Pour moi, c'est les inégalités de santé et de bien-être qui me préoccupent particulièrement. Puis ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, plus il y a d'inégalités dans les pays, et plus il y a un écart important dans les taux de mortalité des personnes, dans leur espérance de vie, dans leur capacité à mener une vie en santé, puis une vie qui... Donc, je voudrais juste vous entendre un peu par rapport à ces indicateurs. Est-ce que vraiment, c'est quoi le meilleur indicateur? Est-ce que c'est vraiment de se préoccuper des inégalités de revenus ou plutôt des inégalités de santé, d'espérance de vie, de bonheur des personnes? Voilà. Merci, très bon point. On va avoir une autre. J'ai vu plein de personnes lever la main là. Oui, madame, attendez le micro. Et ensuite, on va aller en ligne. Malheureusement, on va donner un peu de place aux gens en ligne aussi. Je vais essayer de faire vite. Alexandra Cyr, ex-intervenante sociale. Je suis d'accord avec la dame, il y a des choses qui m'ont fait sursauter, là. Mais une des choses qui m'a fait sursauter, Monsieur Boyer, c'est que vous assimilez les dépenses, vous assimilez l'utilisation de l'éducation, de la santé, etc., à des dépenses. Alors que pour moi, ce sont des droits. Et ce sont des droits qu'on a acquis de haute lutte. Je suis assez vieille pour avoir connu la période où il n'y avait que les petites écoles de rang, où je suis allée, et ensuite où on ne pouvait pas se faire soigner, où il n'y avait pas d'assurance maladie, d'assurance... Alors, j'ai beaucoup de mal avec cette notion-là qui m'apparaît être très capitaliste. En passant, si on était aux États-Unis, je l'admettrais, parce que les gens payent pour tout ça. Ils n'ont pas gagné ces droits-là pour la majorité de la population.
La question que j'ai pour tout le monde, c'est qui, dans les lieux de pouvoir, que ce soit les gouvernements, les entreprises, etc., qui veut l'égalité, quelle qu'elle soit? Merci. Christine, une, maximum 2 questions. Oui, une question de Catherine Pelletier. Le fait que l'OECD ait documenté que la mobilité sociale varie d'un pays à l'autre, Suède 2 générations et Brésil 9 générations, n'indique-t-il pas que des mécanismes au-delà des compétences individuelles sont à l'œuvre si on arrive mieux dans un pays, sont à l'œuvre si on y arrive mieux dans un pays que dans un autre? Une génération correspond à 30 ans. Merci. On va commencer, mais là, seulement 1 minute, s'il vous plaît, par réponse. Je sais que c'est cruel, mais hélas, on manque de temps. Mathieu, dans le même ordre. Ouais, ou peut-être l'ordre inverse. OK, Je pense que Marcel. mon collègue Aubois est interpellé beaucoup par les dernières questions. Oui, mais seulement 1 minute. Oui. Consommation d'éducation et de santé, ce sont des droits. Les droits, vous parlerez de ça à des gens qui n'ont pas accès à ça dans la majorité des pays dans le monde. Ça n'existe pas. Donc, nous, on peut appeler ça des droits, on peut appeler ça de la consommation. Moi, ce que je dis, c'est quand les gens consomment des services de santé ou des services d'éducation, il faut en tenir compte dans les inégalités de consommation. Appelez ça droit, je n'ai pas de problème avec ça. Deuxièmement, les inégalités de bonheur, c'est très difficile à caractériser. Je pense que certaines de mes interventions ont été mal interprétées. Je n'ai pas dit que les gens pauvres ne voulaient pas travailler puis ne voulaient pas acquérir des compétences. Ce que je dis, c'est que si on veut améliorer leur sort, il faut les amener à modifier leur portefeuille de compétences. OK. Merci. Et ça, c'est très difficile. Olivier? On peut pas, je suis désolée, vous pourrez vous parler à la fin. Très, très brièvement, qui vise l'égalité, bien, il faut être optimiste quand même. Là. Il y a des grandes différences entre les choix de politique publique qui sont faits en différents partis politiques qui sont au gouvernement. Puis, il y a des gouvernements qui réduisent pas mal plus les inégalités que d'autres. Donc, je pense qu'il faut quand même être optimiste. Puis, même des partis un peu surprenants, le Parti libéral du Canada a réduit les inégalités et la pauvreté significativement. Puis d'ailleurs, aucun crédit pour ça. Hein. Ça, c'est intéressant de réfléchir au fait qu'il n'y a aucun crédit là-dessus. Finalement, pour répondre à la question de Janie, je pense que c'est là que les enseignements d'Amartya Sen sont super pertinents. Il faut viser la maximisation des capacités des gens, s'assurer que toutes les personnes soient en mesure d'avoir les capacités nécessaires pour fonctionner en société. Il faut essayer de maximiser le minimum qu'on offre à tout le monde avec des bons services publics, une redistribution qui a du sens, puis des règles sur le marché du travail qui fait qu'il y a des emplois décents. Merci. Béatrice? On doit réfléchir sur ce qu'on mesure. On est ce qu'on mesure. Donc, la fameuse mesure du PIB, elle est questionnée quand même assez dans beaucoup de milieux maintenant. Comment on fait pour vraiment mesurer la cohésion sociale, l'innovation? On se prive, en privant les gens de services publics à des millions de personnes, on se prive de talent, d'innovation, d'idées, d'expériences et de travail ensemble. Donc, c'est l'investissement sur les services publics et le minimum sur la santé, évidemment. On l'a vu ces dernières années, comment ça s'écroule. Si on n'a pas des populations en santé, ça sclérose, bien sûr, non seulement la cohésion sociale, etc., mais même l'innovation chez nous et notre capacité d'innover. L'indice de Palma est un indice intéressant promu par Joseph Stiglitz, de dire, essayons de voir comment 40% des plus pauvres ont au moins 10% du revenu ou des richesses des plus riches. Et ça peut nous aider à aussi mesurer, à réduire les égalités ou les inégalités dans différents pays. Merci. Oui, 2 petites choses en terminant de mon côté. Oui, bien entendu, l'argent, c'est un moyen. Et donc, quand on parle de bonheur, tout ça, l'approche des capacités, je la trouve intéressante, mais on est encore dans de la comparaison interpersonnelle, puis dans l'individu, puis ce qu'il pourra faire ou ce qu'il ne pourra pas faire. Moi, je pense qu'au-delà de ça, je reviens à il faut se créer la société qu'on veut, qui n'est pas tout à fait la même chose que juste doter des individus d'un ensemble de capacités ou pas. Après, les choses sont liées. On aura les capacités qu'on aura dans le contexte social qu'on aura. Mais voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour aller un peu avec la personne en ligne, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la mobilité intergénérationnelle. Je m'étais gardé des notes, mais on ne peut pas parler de tout. Mais je vais quand même dire ceci. Si on monte les compétences de tout le monde, mais qu'on a quand même 7% de chômage dans notre société,
puis que là, 10 ans plus tard, on a monté les compétences autonomes, mais encore 7 % de chômage, visiblement, ce n'est pas une question de compétences individuelles. Si on a une société qui, la manière dont l'économie fonctionne, génère un certain pourcentage de chômage, parce que c'est comme ça qu'elle opère, ça ne dépendra pas des caractéristiques des individus. Ça va peut-être dépendre de qui est le chômeur dans le groupe, c'est certain, mais il y aura toujours certains qui feront partie de ce groupe-là. Donc, il faut aller au-delà de ce que les gens ont comme compétences et autres caractéristiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos panélistes. Je pense qu'ils ont été très disciplinés. Je vous remercie aussi, les participants. Vous l'avez été aussi, ce genre de discussion. Je suis certaine que toutes et tous, nous brûlions d'intervenir à plusieurs reprises dans le débat. Il y aura certainement d'autres rendez-vous. Je veux remercier l'équipe de la Maison, Amabili, l'équipe de l'Observatoire, Maëlie, Marianne, Julia, et l'équipe technique aussi qui nous a accompagnés au fil de cet événement. Alors, encore une fois, merci à toutes et tous, et puis à la prochaine. Merci à toi. Merci beaucoup.